Les comptes rendus de la campagne des galères. On pourrait sourire de l'inconséquence et des déconvenues de l'amiral de France. On a de quoi s'inquiéter de l'incompétence de certains capitaines. On ne peut que s'indigner à la lecture des relations de cette dernière campagne, que Beaufort et de Terne adressent au roi. Ils s'autocongratulent, et tout en regrettant d'avoir échoué à Alger, tous deux s'estiment fort satisfaits des résultats de leur navigation. Je puis vous dire, déclare de Terne, que nous rapportons de ce voyage un fruit assez considérable, ayant acquis une parfaite connaissance des avantages que notre grand monarque peut prendre des côtes de Barbarie, desquelles Sa Majesté n'a pas été bien informée. Et je ne puis finir sans vous dire que l'application que Son Altesse de Beaufort prend pour se mettre en état d'exécuter les plus grandes entreprises et le zèle qu'elle a pour la gloire et la satisfaction de Sa Majesté est si grand qu'il surpassera sans doute tous ceux qui ont occupé cette grande charge. Mais comme Sa Majesté a fait un si bon choix, il faut avouer qu'elle a si bien assorti cette conduite dans cette occasion par la présence de Monsieur le comte de Vivonne, qui je puis dire avec vérité qu'elle a été très utile et que nous avons tous éprouvé combien sa prudence, la vivacité de son esprit et son cœur dans le temps de l'exécution a servi pour disposer toutes choses dans une fin glorieuse. Et de Terne de conclure son long rapport de vœux dithyrambique pour le succès de la prochaine expédition en Barbarie, qu'il présente comme une nécessité, une croisade, car c'est, affirme-t-il, la justice qui oblige Sa Majesté d'employer ses armes pour la gloire de Dieu, pour la liberté publique et celle des esclaves qui souffrent tant de maux. Quant à Beaufort, il affirme avec aplomb: quoique nous n'eussions pas réussi dans la grande entreprise, on devrait être assez content d'avoir fait faire aux galères de votre Majesté ce qu'aucune autre n'avait point encore fait. Votre Majesté a sujet d'être satisfaite, puisque nous avons pris sur les corsaires de Barbarie cette année 150 Turcs et 18 bâtiments petits et grands, que l'on leur a pris ou brûlés, outre que les galères se sont fort amarinées et sur le bon pied. La chiourme s'étant beaucoup améliorée par les soins que tous les officiers en prennent, et particulièrement Monsieur le marquis de Terne, qui a un grand désir de pouvoir servir et une très grande envie de faire quelque chose qui puisse plaire à votre Majesté. Mais les prises dont se glorifie le duc de Beaufort ne sont rien en comparaison de celles que font les pirates de Tunis et d'Alger. Mois après mois, la Gazette de France continue d'informer ses lecteurs de la capture de vaisseaux par les barbaresques, qui, en outre, enlèvent chaque année des centaines de chrétiens sur les côtes d'Europe ou à bord de navires marchands. La seule information intéressante contenue dans le rapport de Beaufort est la recommandation qu'il fait au roi, pour l'année à venir, de mettre les galères à la mer au commencement de mai, afin de disposer pour l'opération prévue en Barbarie d'assez de temps, septembre s'avérant être la date limite au-delà de laquelle la navigation devient trop dangereuse pour ce type de bâtiment. Beaufort, sans doute pour plaire au roi, adresse un courrier à Colbert pour chaudement recommander Vivonne. Je suis obligé, pour le service de notre maître, de dire que c'est un homme miraculeux pour notre métier, de l'avis de tous ceux qui en sont. Que de louanges après celle adressée par de Terne pour un marin qui n'a que 3 mois d'expérience à la mer. Ces 3 mois seront pourtant estimés suffisants par le roi, qui, dès le retour de Vivonne, le nomme au commandement du vaisseau la Reine. Le changement du site prévu pour l'opération en Barbarie. Peu de temps après son arrivée à Évis, le 25 août, le jour même où il relate sa campagne au roi, Beaufort écrit une autre lettre confidentielle à Colbert pour remettre en cause le choix de Stora. Cette rade, écrit-il, est un lieu inutile à toute chose, hors de pouvoir prendre des navires de mort qui ont paru être assez de nos amis. Mais il n'y a point d'eau que pour quelques barques. Ce disant, Beaufort est en totale contradiction avec ce qu'il écrit, le même jour dans son rapport au roi, où il affirme au contraire que l'abri de Stora est presque le seul de toute la Barbarie. Mais le duc n'en est pas à une contradiction près. Il rappelle ensuite à Colbert qu'il a embarqué sur les galères pour mieux voir la côte, car, ajoute-t-il,
avec un aplomb déconcertant ou une culture grossière, elle est inconnue jusqu'à présent à tous nos navigateurs. Comment l'amiral de France, commandant les escadres du Levant, peut-il ignorer que depuis des siècles, et sans qu'il soit nécessaire de remonter aux Romains, les navires de toutes les nations européennes cabotent sans cesse sur les côtes kabyles, y commercent régulièrement avec les indigènes, ayant établi des comptoirs et des fondos, qu'au XIIe siècle, Roger II de Sicile tenta de s'implanter en Kabylie, qu'il détruisit Jugerie en 1134, que le Génois occupèrent cette même ville à deux reprises, au XIIIe siècle puis en 1513, que les Espagnols demeurèrent à Bougie de 1509 à 1555, que depuis plus d'un siècle, les pêcheurs français détiennent le monopole de la pêche du corail sur les côtes de Kabylie, que la France y a acquis nombre de concessions à la cale, au Cap Rosa, à Bonn et à Colo, et qu'enfin, depuis l'arrivée des frères Barberousse et des Turcs, au début du siècle dernier, les flottes militaires de la chrétienté patrouillent sans cesse ces côtes de Tunis à Alger pour faire la chasse aux pirates barbaresques. Beaufort, qui se prétend le seul à connaître les côtes de Kabylie, termine sa lettre en proposant un nouveau site pour l'implantation française en Barbarie. Un port assuré pour galères et vaisseaux dans le plus fertile pays du monde. J'en ai fait faire le plan devant moi et sondé le port. C'est un endroit tout bâti et où il ne faut porter aucun matériau et même à demi fortifié par son assiette. Ce lieu admirable pour l'intervention française n'est autre que Gigerie. Mais contrairement à ce qu'il affirme, Beaufort n'est pas allé lui-même le reconnaître et en faire sonder le port. D'après ses propres rapports, il a quitté Stora le 8 août, à bord d'une galère, et le 9, il a mouillé à Bougie, située à 80 milles plus loin. Il n'a donc pu, au mieux, qu'entrevoir Gigerie. La description qu'il fera du lieu à Colbert s'avérera du reste très éloignée de la réalité. Pourquoi Beaufort, qui au Conseil de juin 1662 avait accepté le choix de Stora, a-t-il changé d'avis? Il ne justifie son revirement d'aucun argument décisif, ne l'était d'aucun critère précis et objectif. Il n'a du reste ni la connaissance suffisante des lieux, ni la compétence pour cela. Il se contente de déclarations péremptoires. Et son affirmation que Gigerie est tout bâti à demi fortifié et qu'il ne sera pas nécessaire d'y apporter des matériaux va être lourde de conséquences. Un seul mobile peut expliquer la position du duc de Beaufort. Comme nombre de chefs qui connaissent leurs faiblesses, il veut simplement affirmer son pouvoir. Malgré son âge et son inexpérience, qui auraient dû le modérer, écrit Monchécourt, Beaufort était comme une jeune fille à peine émancipée et trop prompte au mépris irréfléchi ou aux enthousiasmes naïfs. Avec sa présomption accoutumée, 1 an et demi lui avait fallu pour se poser en connaisseur. Dédaigneusement et en quelques mots, Stora était condamné pour ainsi dire au pas de course. Lui qui n'a passé que quelques mois sur les côtes d'Afrique du Nord et qui jusqu'à ce jour ne s'est pas particulièrement distingué contre les barbaresques, veut paraître comme un des meilleurs connaisseurs de la barbarie. Quelques mois plus tôt, ne s'était-il pas déjà permis d'écrire sans vergogne à Condé? Monsieur, vous saurez que, depuis le détroit jusqu'à Tripoli, j'ai visité toute l'Afrique, où l'on peut mettre pied à terre, partout, et d'insultes, emporter tout ce que l'on voudra, les descendre se soutenant du feu des navires.